mais de l'écoute du besoin et qu'est-ce qu'on peut mettre en face pour s'inscrire dans la durée avec nos clients. En réalité, c'est peut-être ça qui fait notre différence, c'est quand on aborde un client, on essaye de s'inscrire dans la durée avec lui. D'accord. Aujourd'hui, on s'appuie sur chaque intervention, chaque relation avec le client est devenue digitale. C'est une attente et c'est une évolution nécessaire dans le métier. On n'envoie pas les équipes commerciales au combat sans donner du sens. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Le Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Aignon, directeur commercial d'Euromaster. Alors Euromaster, bien évidemment, c'est le leader des solutions d'entretien de véhicules légers et industriels. C'est près de 3000 collaborateurs en France pour un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros. Alors au programme de cet épisode, on va parler d'excellence commerciale. On va tâcher aussi de répondre aux problématiques suivantes. Quelle est la recette d'une optimisation commerciale réussie? Comment est-ce qu'on forme ces commerciaux dès leur arrivée, dès l'onboarding dans l'entreprise? Et finalement, comment est-ce qu'on construit une machine de vente optimale? Bonjour Alexandre. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Eh ben, on est ravi de te recevoir dans Vive la Vente. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton track record et comment tu es tombé dans la vente? Bon, moi j'ai un parcours un petit peu atypique. D'abord, j'ai fait une longue carrière chez Michelin, d'il y a à peu près 17 ans, mais avec la particularité de l'avoir fait plus de la moitié à l'étranger. Et j'ai eu l'occasion à ce titre de travailler en Colombie, en Afrique du Sud, et mon dernier poste a été en Thaïlande. Et en fait, ça c'est sur l'aspect un petit peu géographique, donc c'est 4 continents sur ma carrière. Et puis en termes de métier, ça a été une alternance entre vente et marketing, et l'un nourrissant l'autre. Voilà. Et aujourd'hui, je suis directeur commercial, fonction que j'ai occupée d'abord chez Michelin et puis maintenant chez Euromaster. Parcours très varié et surtout très diversifié finalement en termes d'expérience culturelle. Oui, parce qu'à chaque fois, partir travailler à l'étranger, c'est une expérience professionnelle, mais aussi une expérience familiale, une expérience de vie. Ouais, c'est sûr. Ok. C'est quoi la plus belle expérience dans la vente que tu retiens de ces 25 ans d'expérience commerciale? J'en ai peut-être 2. Je vais me permettre. La première, c'était en Asie, face à un constructeur de camions japonais. Saturation de nos usines, on pouvait pas le fournir, il avait besoin de nos produits. Et on a réussi à lui faire vendre les moules pour qu'on puisse augmenter notre capacité industrielle. Donc habituellement, on vend le produit fini. Là, on a vendu la capacité à produire. Et ça a permis on parlait de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires à la clé. Donc c'était vraiment une belle approche parce que c'était pas traditionnel. C'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. On l'a fait, on a réussi à l'enclencher. Et ça a déclenché une très belle vente derrière. Super. Donc ça, c'est la première en Asie. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est il y a 2-3 ans, d'avoir récupéré un grand compte transporteur en France. Qu'on avait perdu avant que j'arrive dans mes fonctions. C'était devenu un petit peu pour nous un totem, quelque chose qu'on voulait faire et qu'on voulait avoir, et le on est important, on l'a travaillé en équipe à plusieurs, et on a repris ce compte en travaillant mieux notre offre et puis en arrachant le contrat. Est-ce que commercialement tu en as tiré des leçons aussi de ce réveil client, on va dire? Oui, d'abord c'est travailler très en amont, bien avant que l'appel d'offres tombe, et puis bien avoir une idée très claire des niveaux de responsabilité de chacun dans l'organisation qui nous fait face. Chez le client, qui va prendre la décision, qui est prescripteur, qui est détracteur éventuellement. Une fois qu'on a bien compris tout ça, isolé tout ça, c'est un travail de fond, et puis bien entendu identifier ce qui est important pour eux au-delà de l'aspect tarifaire. Donc tu travailles bien ta power map et après tu joues aussi. Exactement. Et ça se fait pas seul. Quand on a travaillé ce dossier, on a dès le départ constitué un groupe de travail de plusieurs personnes en se disant chacun va avoir son rôle, et ça va être l'équipe qui va répondre à cet appel d'offres. Et c'est comme ça qu'on l'a gagné. Très intéressant. Il y a qui dans ce groupe de travail?
Alors il y a des grands comptes, il y a un grand compte qui va soutenir l'approche, il y a une partie opérationnelle parce qu'il va falloir ensuite apporter de la valeur au quotidien dans ce contrat. Il va y avoir une partie financière, il faut calculer un petit peu ce qu'on fait, le marketing pour nous aider à avoir une belle présentation, une belle prestation, une belle mise en avant. Un bon livre. Voilà. Et donc c'est une équipe moi-même, donc ça fait 5 personnes sur le dossier. Ok, une équipe pluridisciplinaire. Ok, super intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher rapidement la proposition de valeur d'Euromaster, même si je l'ai présenté en introduction, mais est-ce que tu peux nous dire surtout comment vous continuez de faire mieux que la concurrence sur vos méthodes de vente? Alors, on essaye de vraiment s'intégrer aux enjeux de nos clients. Quand on s'adresse à un transporteur, sa problématique, c'est pas d'acheter des pneumatiques. Ouais. C'est un besoin pour faire tourner ses camions. Sa problématique, ça va être de livrer à 6 heures du matin les magasins, les hypermarchés qui sont ses clients, ou alors de transporter du produit de valeur et qu'elle arrive à bon port sans interruption, etc. Donc, quand on va s'adresser à une flotte de voitures, la problématique, ça peut être un outil de travail pour celui qui livre, pour celui ou qui met à disposition des voitures pour ses commerciaux. Donc, quelle est la problématique de ce client, quels sont ses enjeux? Et à partir de là, on va essayer d'y amener une réponse. Donc, on a une véritable c'est l'enjeu des commerciaux, c'est de comprendre, de questionner, de comprendre et d'amener en face de ça une réponse d'offre de gestion qui va permettre de mieux travailler le sujet. Basiquement, ça peut être pour ce même transporteur qui a besoin d'avoir son camion qui tous les matins est à 6 heures face à l'hypermarché, c'est de faire du préventif pour qu'on s'assure que le camion soit en capacité d'opérer. Voilà. Mais il faut le comprendre. On va pas directement avec la solution. On essaye d'abord de décortiquer le besoin. Ok, très bien. Donc vous partez des enjeux et vos avantages concurrentiels? Ben c'est justement d'apporter ensuite une manière de gérer les choses on écoute les enjeux, en face de cela on met un cahier des charges, on met des engagements et à travers tout ça c'est notre différenciation, c'est la capacité à l'écrire, le formaliser, le suivre en toute transparence. On a par exemple des sites extranet qui permettent aux clients de suivre en temps réel ce qui se passe dans sa flotte, son budget, de le rattacher à sa carte grise, à chacun de ses véhicules. Intégré. Et tout ça c'est une différence d'Euromaster. De la même manière, on a des équipes techniques préventives pour la partie poids lourd qui ne font que ça. C'est notre différenciation. Voilà. Donc on a essayé de réfléchir notre business model en partant non pas de la vente du produit fini qui va bien entendu finalement équiper une voiture, un camion, un tracteur agricole, mais de l'écoute du besoin et qu'est-ce qu'on peut mettre en face pour s'inscrire dans la durée avec nos clients. En réalité, c'est peut-être ça qui fait notre différence, c'est quand on aborde un client, on essaye de s'inscrire dans la durée avec lui. D'accord, ok, il n'y a pas de quick win, c'est vraiment on voit loin, on a des services additionnels et une offre intégrée. Ce serait mentir qu'on fait tout comme ça, mais on essaye. Il y a une réalité de un certain nombre de clients sont toujours dans une attente de quelque chose d'immédiat, d'une réponse immédiate. J'ai besoin de pneumatiques tout de suite, qui va faire le meilleur prix. Mais on essaye quand même le plus possible de les amener dans cette démarche de long terme, de partenariat, de préventif et de contrôle de cet aspect-là. Ok, et ben très intéressant. Si on rentre un peu dans le nerf de la guerre, comment vous êtes organisé commercialement parlant chez Euromaster? On a deux typologies de force commerciale. La force de vente de terrain, environ 140 personnes, et puis une équipe grand compte. L'équipe grand compte, c'est une douzaine de personnes. Et puis qu'elle s'ajoute un back-office commercial au siège. L'équipe de vente de terrain, elle est managée par des chefs des ventes. Donc c'est le rôle pivot, c'est le rôle important de manager coach qui va accompagner au quotidien les commerciaux de terrain. Et des commerciaux de terrain, on en a 3 typologies en fonction des marchés. Agricole, flotte de véhicules légers, véhicules industriels. Voilà. Côté des grands comptes, ils sont là, ils représentent l'entreprise et ils sont en charge de signer les contrats cadres, les engagements nationaux, etc. Ils sont une douzaine, c'est ça? Et ils sont une douzaine. Donc ça fait à peu près 175 personnes? Oui, tout ensemble, c'est 175 personnes. C'est la plus grosse force de vente du secteur. Top. C'est une force de vente qui a grossi sur les dernières années. On a renforcé notamment la maille managériale, qui est à mon avis la maille la plus importante pour obtenir l'efficacité commerciale. Ok. Est-ce que tu saurais définir votre identité, votre culture sales? C'est une culture d'abord de résultats. Parce que nos commerciaux sont objectivés avec un résultat à atteindre mensuel, par exemple. Il y a plusieurs typologies d'objectifs, mais c'est le résultat du mois qui compte. Donc ils sont sur la marge, ils sont sur les volumes, ils sont sur la signature de contrat, mais c'est vraiment une culture de résultats.
Par contre, avec la manière. La manière, c'est, comme je disais, c'est la capacité à signer des contrats, à engager le client dans le long terme. Ça, c'est aussi quelque chose d'important et qui nous différencie de nos concurrents. Ok. Et puis, on essaye de se mettre dans une optique de responsabilisation de chacun. Ouais. Le représentant a en charge un portefeuille de clients qui est très déterminé. Il a en charge d'élever, mais aussi de chasser. D'accord. On propose d'ailleurs ces deux responsabilités dans le cadre de nos fonctions, c'est de pouvoir faire à la fois du farming, donc de l'élevage, et de la chasse. Okay. Et je trouve que c'est intéressant pour un commercial parce qu'il peut se développer sur les deux aspects. Ouais. On sait qu'ils sont rarement les deux, mais c'est vrai que c'est intéressant d'une part pour se développer en termes de compétences, et pour le business, on sait que mathématiquement parlant, de temps en temps, enfin le portefeuille s'effrite au fil des années, donc il faut le renouveler. C'est vrai, mais en même temps aussi la capacité à prendre un client, il y a une forme d'inertie. Ouais. Les habitudes qui sont prises, donc la chasse, elle est longtemps infructueuse avant de commencer à générer quelque chose. Et il faut semer pour récolter. Exactement. Typiquement, un commercial chez nous, il peut avoir jusqu'à 3 millions, 5 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en responsabilité avec 250 clients. C'est important. Et donc, dedans, il a une charge d'alimenter le pipe et de faire de la chasse aussi. Ce qui prend du temps, mais ce qui est nécessaire à l'alimentation de son portefeuille. Ok. La répartition en termes de temps, on va dire, de tâches, c'est quoi? 70-30, 80-20? Entre la chasse et le farming. Oui, on est au 80-20. 80-20, ok, top. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi votre proposition de valeur repose sur le fait que les commerciaux sont les garants finalement de l'activité de vos clients? C'est le premier point de contact avec le commercial. Ouais. Ce qu'on vend, c'est du service finalement. Entendons-nous bien, on vend bien entendu des pneumatiques, on vend de l'entretien de véhicules, de la vidange, etc., etc. Mais finalement, on vend du service, on vend un résultat. Et ce résultat, on le met face au cahier des charges du client. Le client nous a exigé au départ d'avoir ces véhicules bien entretenus, conformes au code de la route, qu'il n'y ait pas de pépins, et qu'éventuellement on lui ait mis telle ou telle marque de pneumatique sur son véhicule. Bon, le garant de tout ça, de l'avoir bien exprimé, ce cahier des charges, c'est le commercial. Et puis, comme c'est du service, il peut y avoir des petits accros, des petites choses à nuancer, des évolutions à faire, etc. Et là aussi, c'est le commercial qui est le point d'entrée pour corriger le tir, pour se réunir ensuite avec les centres de service qui prestent le service, pour donner un feedback, positif ou pas, et puis adapter la proposition. Alors dans tout ça, il est aidé avec des outils. Mettre en place un cahier des charges, c'est pas simplement des mots dans des logiciels, c'est aussi des outils structurants qui permettent de bien gérer nos clients. D'accord. Et quand tu parles justement de relation client, comment est-ce que tu penses que la relation client a évolué avec le temps en général, et c'est quoi le futur de la relation client B2B dans les prochaines années selon toi? C'est une question qui est pas simple. D'abord, la digitalisation a pris un énorme pas dans tout cela. Aujourd'hui, on a des clients qui ont massivement besoin de reporting, d'analyse, de transparence, de chiffres, de données, d'indicateurs. Notre enjeu, c'est de savoir les donner. C'est d'abord d'identifier quelques indicateurs clés, de les suivre et d'en donner de la toute transparence à nos clients et d'être finalement jugé sur le résultat de ces indicateurs. Ça, c'est un premier élément, et la digitalisation a permis tout cela. Aujourd'hui, on s'appuie sur chaque intervention, chaque relation avec le client est devenue digitale. C'est une attente et c'est une évolution nécessaire dans le métier. Ensuite, je pense que les attentes de nos clients ont aussi évolué parce que il y a quelques années, ils étaient très proches de l'achat du produit lui-même. Maintenant, ils souhaitent avoir des partenaires qui s'occupent de l'entretien des véhicules. De service dont on parlait. Et déléguer tout ça à des gens dont c'est le métier, pour se concentrer sur leur métier cœur. Le métier d'un transporteur, c'est de transporter, c'est pas d'acheter des pneus. Le métier d'un gestionnaire de flotte, c'est de faire en sorte de mettre à disposition, avec un TCO, un coût optimisé du véhicule, à disposition de ses collaborateurs. C'est pas de savoir qui va faire la vidange. Voilà. Très clair. Et comment est-ce que vous faites justement pour faire de la vente additionnelle ou transversale, pour pas dire de l'upsell ou du cross-sell chez Euromaster? Alors déjà, il y a un principe de base, c'est qu'à partir du moment où un commercial a un client dans son portefeuille, il a la responsabilité de lui vendre tout ce qui peut être offert. Okay. Je vais prendre un exemple très parlant. Notre force de vente qui visite les agriculteurs sont spécialisés pour leur cœur de métier, c'est le tracteur agricole, ces gros pneus agricoles qui permettent de travailler.
Sauf que dans une ferme, on va y trouver sans doute aussi les véhicules, le véhicule du fermier. On peut y trouver un poids lourd pour faire les tournées pour aller livrer le lait, etc. etc. De manutention. Exactement. Et donc le rôle du commercial, ça va être de proposer ces produits-là également, et c'est pour nous du vrai cross-selling. Ok, intéressant. Tu as des techniques justement de vente additionnelle ou transverse à nous partager justement pour cet agriculteur Ouais, quelque chose qui est finalement assez simple. C'est ce qu'on dit à nos commerciaux, c'est de dire adressez-vous à votre client agriculteur en lui disant Euromaster est capable de vous monter des pneumatiques de technologie extrêmement spécifiques, de très lourds, très imposants, les pneumatiques de tracteurs, en vous accompagnant techniquement sur le bon choix. Donc si Euromaster est capable de vous accompagner là-dessus, faites-nous confiance pour la vidange de votre voiture, finalement. C'est assez simple. C'est une question de confiance. Okay. Vous nous attendez sur les produits les plus techniques, sur une vidange ou monter notre voiture, ça, vous imaginez bien qu'on a le savoir-faire. Faites-nous confiance. Ok. Et ouais, en disant ça, finalement, on base la relation entre le commercial et son client sur quelque chose qui au départ a une valeur technique, mais a pris une valeur de relation et de confiance humaine qui est très importante et qui est au cœur de notre métier. Ok, je comprends bien. Lors de vos négociations de contrats pluriannuels, comment est-ce qu'on fait pour se démarquer de la concurrence rapidement? Tu as commencé à parler de l'humain, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Comment vous faites? Bien préparé aussi, tu as dit au démarrage. Bien préparé. Une équipe. Bien préparé. En amont, avoir rencontré les gens, bien faire exprimer de leur part leurs difficultés, leurs attentes, comment le modèle pourrait évoluer, comprendre aussi ce à quoi on peut répondre qui n'a peut-être pas été exprimé dans l'appel d'offres. Ouais. Pour pouvoir apporter une plus-value dans la réponse, leur faire gagner du temps. Souvent, c'est du temps administratif. Quand on a face à nous à des gens qui sont dans des structures légères ou des structures qui se sont réduites par le temps, apporter des solutions qui vont faire gagner du temps. Et c'est ça la clé de trouver là-dessus. Ensuite, on a un positionnement Euromaster assumé d'entreprise premium. On vend du produit premium. On revendique de faire du service premium. Donc quand je dis ça, ça veut bien dire qu'on ne sera pas les moins chers. Bien sûr. Il faut le revendiquer, il faut l'expliquer et il faut tenir la position aussi. Et finalement, c'est quelque chose d'assez important parce que ça nous oblige à le justifier et à amener quelque chose de supplémentaire par rapport à nos concurrents. Alors, puisque tu parles de premium, tu fais aussi une allusion au prix. Excellente transition. On vit en ce moment une véritable augmentation des prix à peu près dans tous les domaines d'activité. Comment est-ce que de votre côté, vous arrivez à faire revenir vos clients à la table des négociations pour accepter tout simplement des hausses de prix qui sont nécessaires pour nos business, quoi? Alors d'abord, on n'a pas le choix. À partir de là, une fois qu'on s'est dit ça, il faut le partager avec les équipes. Ouais. On n'envoie pas les équipes commerciales au combat sans donner du sens. Et ça a été vraiment pour nous une démarche très importante depuis le début de cette phase d'inflation qui va durer, de donner du sens, d'expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'il y avait derrière. Chez nous, le sens est assez vite, on le trouve assez vite. Le service est presté par des hommes. Ces personnes dans nos centres forcément, on va devoir les augmenter. Le matériel qu'ils utilisent va augmenter, etc., etc. L'électricité pour opérer va augmenter. Donc finalement, on met très très vite du rationnel à travers cela. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, on y va. On engage les augmentations de tarifs et on va voir les clients les uns après les autres. Alors parfois c'est tout simplement des ajustements de tarifs qui se font sans discussion. Et quand il y a besoin de discussion, on essaie de trouver le compromis entre l'augmentation nécessaire, les économies qu'on peut faire par ailleurs dans une gestion optimisée. C'est pas simple, mais ça fait partie de notre mission. Ok. C'est quoi ton meilleur conseil là face à un acheteur un peu froid qui a pour objectif absolument de faire baisser les prix? C'est quoi ton meilleur conseil en négociation? À un moment donné, il faut y aller et il ne faut pas avoir peur et ne pas se mettre à la place de son client. Les gens en face de nous ont une posture d'achat qui, de facto, refuse les hausses ou voudrait les modérer au maximum. Bon, c'est son job. À un moment donné, si notre relation elle est basée sur quelque chose de durable, si la qualité de service est bonne, si on peut le prouver, il faut pas avoir peur, il faut y aller. On a souvent plus de difficultés à se convaincre que ça va passer que de convaincre le client lui-même. Ok, et top. C'est bon à prendre. On est aussi dans un réel questionnement au quotidien de l'empreinte carbone que vous traversez, pour lequel vous innovez également. La lutte contre le réchauffement climatique, elle nous concerne tous. Comment elle se traduit chez Euromaster?
Alors quand on vend du produit premium, déjà on vend du produit qui de facto dure plus longtemps. Ça veut dire que vendre des pneus qui durent plus longtemps, c'est moins en mettre sur le marché. Il faut savoir également que dans la partie industrielle, le pneumatique se rechappe, par exemple, il s'entretient, on se recreuse, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on fait un certain nombre d'opérations qui prolongent la vie du produit ou qui lui donnent une vie nouvelle. Plus on le fait, moins on utilise de matière. Donc ça, c'est le cœur de notre métier et c'est à la fois un argument écologique mais aussi économique. Donc c'est notre savoir-faire qui permet de faire tout ça. La pression dans les pneus. La pression dans les pneus, c'est facteur de longévité, facteur d'économie de carburant. Voilà, tous ces conseils sont importants. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est la grande difficulté, c'est de mettre des chiffres derrière tout ça. Qu'est-ce que ça peut apporter? Alors il y a des manières de le faire. D'abord, le fait de gérer une flotte de manière optimale permet aux clients de réclamer des certificats d'économie d'énergie. Ça montre qu'ils ont atteint un niveau de gestion qui leur permet de réclamer un certain nombre d'aides écologiques. Et Euromaster les accompagne dans cette démarche. C'est financier, on parle de support financier grâce à ces certificats d'économie d'énergie et on procure les services pour l'obtenir. Très bien, et en plus de ça, j'ai vu que vous recycliez pas mal de pneus usagés, parce qu'on parle effectivement de 442 millions de litres, l'équivalent de 442 millions de litres d'eau, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça, c'est quelque chose que commercialement, on met en avant? Est-ce que ça sert aussi le business? Oui, dans toute notre présentation d'entreprise, la démarche RSE et cette partie en particulier est mise en avant. Alors pourquoi? Parce que quand on est client, on peut pas ignorer qu'à un moment donné, le produit va être usé complètement. Et la question qu'on nous pose très souvent, c'est mais qu'est-ce que vous allez faire de ces pneumatiques derrière? La filière est organisée. Et elle est organisée de telle manière que le produit, il est réutilisé d'une autre manière ou utilisé comme dans les revêtements de route, comme combustible dans les cimenteries, parfois rechappé quand c'est possible encore, etc., etc. Et donc la filière est très bien organisée et ça nous permet vraiment d'accompagner, d'aller au bout du cycle. D'accord. Et ça, les clients sont réceptifs justement, ça permet d'appuyer sur votre proposition de valeur? Alors ils sont partis d'une phase où ils étaient curieux à une phase où ils demandent des comptes. Et on va probablement de plus en plus être amené à s'engager avec eux et à s'intégrer dans leur bilan carbone qu'eux-mêmes doivent produire. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que on a beaucoup de chemin à faire parce que quand un transporteur ou un gestionnaire de flotte parle d'écologie, il va parler de passer à l'électrique ou à l'hydrogène ou au gaz pour les transporteurs. Il pense pas directement au pneumatique. Or, c'est un énorme poste d'économie de CO2. Donc, c'est là-dessus qu'on va nous attendre dans les années à venir. D'accord, ok, très clair. Si on revient justement à cet aspect de people dont tu parlais tout à l'heure, qui fait la différence aussi chez Euromaster, qu'est-ce qui explique la performance chez tes commerciaux? Alors, la performance de l'organisation commerciale, elle tient, comme je disais tout à l'heure, au management intermédiaire. Ok. Ces managers intermédiaires, ils ont un rôle très important puisque c'est la courroie de distribution entre une stratégie d'entreprise, stratégie commerciale, et puis leur application au quotidien, et également en sens inverse, de remonter les échos des clients, les échos des commerciaux, ce que vit le marché finalement. Donc ils sont ce point d'angulaire. Et la chance que j'ai eue, c'est de contribuer à la construction de cette direction commerciale en choisissant et en construisant une équipe soudée de managers commerciaux et ce qui a permis de créer cette dynamique. Et je pense que c'est vraiment un point clé dans l'efficacité commerciale, c'est de s'entourer de personnes qui ont cette envie d'aller de l'avant, qui partagent la même vision, qui ont aussi une définition du management qui est commune et avec lesquelles on va pouvoir co-construire, développer un axe de travail, une manière de travailler qui sera notre signature finalement. Ok. Est-ce qu'il y a un ADN commun à ces meilleurs commerciaux? Je sais pas s'il y a un ADN commun parce que chacun vient avec avec ce qu'il est. Sa singularité. Sans doute que chacun vient quand même avec une envie déjà. Ouais. Je pense que une envie et la promesse de prendre aussi du plaisir dans le métier parce que c'est important. Un commercial, ça fonctionne bien entendu sur l'envie d'avoir des bons résultats, mais aussi l'envie de prendre du plaisir, l'envie de s'éclater, de faire des choses. Et c'est ce qu'on essaye de construire au quotidien dans notre organisation. Il y a des coups durs, il y a des moments plus difficiles que d'autres, quand le marché va pas bien, etc. Mais il y a les moments où on se retrouve, il y a les moments où on a des succès. Et ça, c'est collectif. Il y a un collectif qui s'est créé et c'est une force. Bien sûr. Ok. Je vais passer un peu du coq à l'âne, mais si on rentre dans le détail de ta machine de vente, selon toi, qu'est-ce que c'est qu'une machine de vente qui est optimale, qui tourne bien? Quels sont les chiffres, les KPI les plus importants que tu suis dans ta force commerciale et qui te font dire que tout va bien, quoi?
Alors d'abord, c'est les résultats, c'est des résultats économiques. Ma force de vente, elle est objectivée sur la marge, sur la marge réalisée, sur les volumes de pneumatiques et la signature de contrats. Des objectifs très clairs, partagés, uniformisés et individualisés en fonction de la taille du portefeuille et de la saisonnalité. Ça, c'est le premier élément, c'est de bien fixer les objectifs, dire pourquoi et ce qu'on attend. Deuxième, c'est d'avoir une feuille de route de comment on va y arriver. C'est de quelle manière on va y arriver, et il y a les moyens qu'on se donne, c'est les visites que l'on fait, le focus que l'on peut faire, les offres que l'on doit porter, la manière, le secteur d'activité que l'on va viser, etc., etc. Ça, c'est le manager aussi qui va nous aider à le mettre en place. On a bien sûr des tas d'indicateurs d'activité de la force de vente à rajouter là-dessus. Et puis il y a les outils qu'on va pouvoir lui donner. Les outils et les méthodes. On a créé une méthode de vente chez Euromaster qui nous est propre, qu'on a définie avec les managers et qu'on applique au quotidien. On a des outils de travail, des outils de pricing par exemple pour faire des cotations, des devis, des propositions commerciales. On a des outils qui nous permettent d'avoir à disposition les outils de présentation, les outils marketing, etc. Et finalement, c'est la somme de toutes ces petites choses qui va faire qu'on va avoir une force de vente qui va savoir ce qu'elle doit faire, qui va avoir les idées claires, qui va avoir des objectifs clairs et qui va savoir comment travailler. Ok. Donc si je résume, résultats, marge, bien fixer les objectifs, qu'il y ait un alignement entre les objectifs, la rémunération et aussi des plans variables des commerciaux, une feuille de route qui soit claire, mesurable avec des outils intelligents dont tu parlais à l'instant. D'ailleurs, quand tu parles d'outils, tu fais référence à quels outils vous utilisez aujourd'hui au quotidien? Alors on a plusieurs choses. On a un outil de BI qui va qui va permettre d'avoir des rapports quotidiens, de donner des rapports quotidiens à nos commerciaux. C'est important qu'ils puissent mesurer sa performance face à son objectif au quotidien et évaluer le reste à faire. On a des outils de pricing, comme je l'expliquais, pour permettre d'appliquer une politique commerciale qui lui permettent de poser les enjeux et d'avoir des recommandations de niveau de prix et un système de délégation qui fonctionne à travers cet outil-là. On a un outil de mise à disposition d'outils de marketing. Aujourd'hui, on est très digitalisé. Il faut des vidéos, il faut des présentations, etc., etc. Et pour éviter de se disperser, d'avoir des outils, des informations qui ne sont plus à jour, etc. On a tout centralisé dans un outil qui est disponible et qui se met à jour toutes les semaines. Voilà, c'est un certain nombre de ces choses-là. On a bien sûr un CRM qui est pas le meilleur du marché, mais qui fait l'affaire. Et quand on fait la somme de tout ça, on travaille mieux. Ok, bon, top. Tu me disais aussi en préparation que vous formiez aussi bien les collaborateurs dès l'arrivée. Vous étiez très fort dans l'onboarding pour que ils aient un time to ramp up qui soit le plus restreint possible. C'est quoi tes bonnes pratiques justement pour bien intégrer et bien former tes commerciaux? Alors c'est une phase clé parce que d'abord on est sur un métier très technique, donc on a un temps de formation très important, d'environ 2 mois. Mais la première chose, c'est de bien accueillir. On a mis en place depuis quelques années, le premier jour se fait au siège et quand je peux, je reçois le nouveau collaborateur à déjeuner. Ça permet tout de suite qu'il puisse mettre un visage sur lui et puis lui sur moi, de connaître l'environnement dans lequel il va travailler, avec qui va être son grand patron et de lui faire une présentation succincte de l'entreprise. Ça, c'est un moment clé, c'est bien accueillir. Il repart du siège le premier jour avec son ordinateur, son téléphone, il a vu son patron, il a vu dans quelle boîte il était. Je pense que c'est très important. Et puis ensuite viennent les phases de formation métier, technique, méthode de vente, etc., qui sont très normées. Et il va falloir environ 2 à 3 mois pour former un représentant et avant de lui donner les clés du portefeuille, bien sûr. Ok. C'est quoi tes meilleures astuces justement pour conserver ta force de vente, travailler sur ton attractivité, mais aussi ta rétention? Alors, je vais revenir à un point important, c'est d'abord d'avoir un bon management. Parce que le management fait beaucoup dans l'engagement des personnes. On mesure l'engagement de nos collaborateurs. Et l'un des éléments importants, c'est que le management soit participatif et passe les bons messages et donne le bon retour aussi. Il ne s'agit pas d'avoir un management conciliant, mais un management exigeant, d'accompagnement. Pas un manager qui se supplée à son commercial, qui est meilleur, qui veut faire les séances à sa place, mais plutôt qui va l'accompagner et l'aider à progresser. Ça, c'est un premier élément. Ce qui est important aussi, me semble-t-il, c'est qu'on ait des gens qui sachent pourquoi ils font ça, quel est le sens de leur mission, quelles sont les voies de progrès qu'ils peuvent faire. Il ne s'agit pas simplement d'atteindre des chiffres, il s'agit de bien comprendre dans quelle dynamique ils s'inscrivent, dans quelle dynamique d'entreprise ils s'inscrivent, et puis de trouver du sens et du plaisir à le faire. Si on n'a pas de plaisir, on reste pas très longtemps. Et puis ensuite, de faire en sorte que
ils touchent bien entendu, ils aient un package qui soit le bon par rapport à ce qu'ils font et qu'ils puissent progresser là-dedans. Ok, bah top. Au tout début de ton point, tu disais, voilà, on vient souvent pour un manager, et on repart souvent aussi pour un manager. Hein. Donc les deux sont très importants, il faut l'avoir en tête au quotidien dans les échanges avec ses collaborateurs. Tu nous avais dit également que Romaster, vous arriviez à mettre à disposition de vos commerciaux une super bibliothèque marketing avec des discours de vente, des trames. Comment est-ce que les directeurs commerciaux qui nous écoutent justement peuvent faire la même chose pour leurs équipes? Écoutez, c'est un outil qu'on a trouvé sur le marché, donc qui permet d'avoir. On avait la contrainte de départ, c'était il faut un endroit où on trouve tout ce dont on a besoin pour faire les différentes visites que l'on fait, quelle que soit la spécialité de chacun d'ailleurs. Okay. On doit y trouver des présentations, mais on doit aussi y trouver des outils de travail, des tarifs, des procédures, un certain nombre de choses, enfin toutes les informations les plus mises à jour. Et on doit pouvoir l'utiliser hors ligne, parce qu'on n'est pas toujours avec une connexion Wi-Fi, etc. Je pense à mon commercial qui est face à un agriculteur dans la campagne, il n'y aura peut-être pas le Wi-Fi pour voilà. Donc il faut qu'il puisse sortir l'outil, avoir l'information en temps réel. Okay. Et en fait, on a trouvé une solution qui est sur le marché, qui fonctionne très très bien, qui est alimentée par les services support, le marketing en particulier, et qui assure une mise à jour permanente des supports, des outils, et une facilité pour les trouver dans cette encyclopédie. Ok, top. Qu'est-ce que vous avez automatisé chez Romaster dans vos process commerciaux ces 2-3 dernières années et qui vous font gagner en efficacité, en performance? Alors c'est un processus continu qui continue à se faire. On a par exemple, aujourd'hui on ouvre les comptes de nos clients en moins de 24 heures. Okay. C'était plusieurs jours, voire plusieurs semaines il y a encore quelques années. Okay. Donc ça a été un processus d'automatisation qui nous permet d'aller plus vite. Il y a parfois des nécessités d'ouvrir les comptes très rapidement, notamment quand il y a un besoin très spécifique. On peut pas prester ou commencer à servir s'il n'y a pas le compte ouvert. C'était un irritant assez fort, et là on l'a traité par l'automatisation, la digitalisation. Ensuite, le pricing, je le disais tout à l'heure, on avait on montait les conditions commerciales sur des bases Excel. Qu'on envoyait par mail. Aujourd'hui, c'est un système propre de cotation qui permet de faire les conditions commerciales et de les envoyer directement dans la base qui permet de les rentrer dans le dur avec le système de validation. Voilà, tout ça, c'est l'automatisation qu'on a pu faire. Et on est en train d'engager un chantier actuellement qui est celui de la contractualisation. Dans laquelle, à partir du moment où je construis l'offre à mon client, je commence à démarrer à travers un outil spécifique, à nourrir dans l'outil tous les éléments qui vont me permettre d'aller jusqu'à l'envoi du contrat via digital à mon client quand il aura accepté la proposition. Ok, et top. C'est une autre manière de travailler, mais finalement, on utilise la digitalisation pour être plus rapide, plus pertinent, plus pro. Notamment sur la partie administrative qui nous fait parfois perdre du temps, faire traîner les process, qui peut mettre aussi un peu d'hésitation dans la tête du client ou laisser place au doute, sachant qu'on est dans un contexte qui est quand même un peu austère, où quand on allume la télé, on a parfois envie de l'éteindre très vite. Donc il faut que les choses soient le plus Mais tu évoques là un point important que pour moi un directeur commercial doit prendre en compte, c'est que on doit se soucier de la performance de ses équipes, mais on doit aussi écouter ce qui les ralentit ou ce qui les frustre au quotidien dans leur travail. Bien sûr. Et en fait, quand on creuse cette partie-là, c'est pas la partie la plus simple. Non. Mais on s'aperçoit qu'il faut transformer les choses. Il faut sans doute revenir sur les process, revenir sur la manière de travailler, voir comment on peut mettre des outils pour faciliter les choses. Et ce sont des chantiers qui sont assez longs souvent, fastidieux, parce qu'on parle d'administratif. Et le commercial, sa première, quand il évoque ses frustrations, c'est toujours l'administratif, la part administrative trop importante. Bien sûr. Et y apporter une réponse, je pense que c'est nécessaire aussi pour la rétention. Si on se réfère à l'actualité du moment, quel conseil tu donnerais aux patrons dont les forces de vente ont du mal à performer actuellement? D'abord d'aller écouter les clients pour comprendre si entre le besoin exprimé des clients et ce que l'entreprise propose ou la manière dont l'entreprise le propose, on est bien en phase. Est-ce que le marché a changé? Exactement. Ensuite, est-ce que les commerciaux savent ce qu'ils doivent faire? À la fois une feuille de route claire, mais le sens du pourquoi ils doivent le faire et dans quoi ils s'inscrivent. Quelle est leur place? Quel est leur rôle dans l'entreprise? Je pense que si on a fait ces deux phases-là, on commence à avoir l'idée un peu plus claire de ce qui peut clocher ou pas, ou ce qu'il faut ajuster ou pas. Okay. Et puis être exigeant aussi vis-à-vis de cette force commerciale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le dire les choses, c'est qu'une force commerciale, ça doit ramener du résultat. Il y a le comment on va le ramener.
mais il faut être suffisamment exigeant et réaliste par rapport à ce qu'on peut lui demander. Ok, très intéressant. En fait, ça revient effectivement à repartir du client, repartir du job des commerciaux, voir leur feuille de route s'ils passent pas trop de temps sur des choses sur lesquelles ils devraient pas passer au lieu de se concentrer sur le transactionnel client. Et en fait, ça revient quelque part à retravailler votre proposition de valeur, en fait, finalement. C'est ça. Ok. Et quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale? Par quoi commencer justement pour performer rapidement? Bien vous entourer. Et alors, comment tu fais toi pour bien t'entourer au quotidien? Quand on peut, c'est choisir ses collaborateurs sur la base d'un projet, sur la base d'une relation, sur la base de vision commune, mais bien s'entourer et constituer autour de soi une équipe de gens de qualité, de gens engagés, de gens qui veulent construire les choses avec soi. C'est une dynamique, une efficacité commerciale, c'est une dynamique qui est longue, qui est fragile, et on peut pas le faire tout seul. On peut pas la construire tout seul. Tout ce que j'ai évoqué depuis tout à l'heure lors de notre entretien, c'est le résultat d'un travail collectif, d'une co-construction. Et puis une fois qu'on a construit, c'est d'y mettre le bon niveau d'exigence. Et pour mettre le niveau d'exigence, il faut s'appuyer justement sur ses collaborateurs directs pour qu'on puisse implémenter ce qu'on a décidé, ce qu'on a construit ensemble. Et vraiment, c'est le conseil numéro 1, c'est de bien s'entourer, d'avoir à côté de soi des gens qui partagent la même envie. Non, mais on est bien alignés. C'est un très bon conseil. Merci Alexandre. Quelques dernières questions de fin. Tu as construit ta carrière au sein du groupe Michelin depuis 1998 avec une première expérience en Colombie dont tu parlais tout à l'heure. Comment est-ce qu'en bientôt 25 ans, tu as pu voir les méthodes de vente dans le secteur automobile évoluer avec le temps? Tu as parlé d'une offre d'abord produit, puis maintenant de plus en plus service. C'est quoi les grandes évolutions des méthodes de vente dans le milieu auto là, ces dernières 25 années? Je dirais déjà qu'il y a un nombre d'acteurs plus important. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, la digitalisation en particulier a rendu accessible une offre beaucoup plus large. On peut, depuis son ordinateur, choisir un prestataire, un produit qui peut venir du monde entier aujourd'hui. Dans le milieu du pneumatique, ça a été flagrant. On a pu, il y a une multitude d'offres qui se sont développées à tous les prix, à tous les niveaux, etc. Et alors aujourd'hui, si on veut faire entretenir sa voiture, il suffit de mettre sur Internet là où on est, et puis on va trouver autour de soi une offre très très variée, très très large. Et ça a changé pour le commercial parce que il faut qu'il trouve sa place là-dedans, qu'il se différencie et qu'il amène quelque chose de complémentaire. Ok. Parfois même, il y a une partie du business a été intermédiarisée par le digital. On n'a plus besoin d'avoir des commerciaux. On pourrait finalement avoir parfois pour un certain nombre de métiers, des sites internet qui font des marketplaces, des téléopérateurs, etc., etc. Donc ça a changé une partie du métier et ça nous a obligés à nous réinventer. Et ça nous obligera encore à nous réinventer. Bien sûr. Ça aussi a eu un effet sur les marges des distributeurs. C'est pas propre à Euromaster et à son milieu d'ailleurs. On l'a vu pour les Carrefour, la Fnac, etc. Bien sûr. Les marges de la plupart des distributeurs ont fondu. Donc ça veut dire on a moins de moyens, moins de facilité aujourd'hui pour faire notre métier qu'on l'a eu hier. Donc il faut rationaliser et apporter plus de valeur parce que tirer de la valeur, là, elle en a le plus. Bien sûr. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné, celui dont tu as le plus appris? Je sais. En fait, je pense que le conseil ou plutôt la chance qui m'a été donnée, notamment chez Michelin, c'est d'aller faire mes preuves ou d'apprendre sur le terrain. Ouais. Je dois avouer que ça n'a pas été facile. On m'a donné un portefeuille, un portefeuille commercial chez Michelin, et puis voilà, j'ai dû faire fructifier ce portefeuille, etc. C'était pas très marrant. Au début, ça m'a pas amusé du tout. Pourquoi? Ça m'a pas amusé du tout parce que je voyais pas complètement ce que ça allait m'apporter dans ma carrière, ce que j'allais faire après. J'étais plutôt parti pour faire une carrière de marketing. D'accord. Et en réalité, ça m'a beaucoup nourri. Ça m'a nourri, ça m'a donné une légitimité après. Ok. Et j'allais dire, et le goût à la vente. Le faire, le pratiquer, le vivre, ça nourrit énormément. C'est pas simple le commerce. Tous ceux qui l'ont pratiqué le savent. C'est des journées bonnes, des journées moins bonnes, et puis c'est des clients avec lesquels ça se passe bien, d'autres clients que ça se passe pas bien. Donc il y a des hauts et des bas quotidiens. C'est de l'ascenseur ascensionnel. Le fait qu'on m'ait conseillé d'y passer, de le faire, de l'exercer, ça m'a permis de mettre les pieds dedans et finalement de trouver une bonne dynamique et de m'enrichir après pour les postes marketing que j'ai pu avoir, tout comme le poste de direction commerciale. Ok.
Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente à l'âge de 20 ans? Vas-y, effectivement, le sens de ce métier-là, tu l'as pas tout de suite, mais ça va te nourrir, ça va te former, ça va contribuer à te grandir. Donc, n'aie pas peur et prends patience. Ok, fonce. Ok. Et dernière question, est-ce que tu as un ou deux ouvrages qui ont changé ta vie de manager, de directeur commercial? Je dirais pas que j'ai des ouvrages de référence, mais je dirais que lire m'a beaucoup servi. Ok. J'ai pas de conseils à donner, hein, c'est pas mon propos, mais c'est plutôt de dire, quand on est commercial, il faut être curieux, lire beaucoup. Alors, lire à titre privé, c'est jamais mauvais d'avoir de la culture et puis de pouvoir échanger avec ses clients sur d'autres sujets que le cœur de son métier, mais aussi de lire tout ce qui tourne autour du secteur dans lequel on est. Quand on va voir un transporteur, un agriculteur, un gestionnaire de flotte, il faut s'intéresser à travers la lecture d'ouvrages professionnels ou de magazines, etc., à ce qui leur arrive, à leurs enjeux. Et ça enrichit. Et c'est important de beaucoup consulter. Alors quand je dis lire, c'est du magazine, livre ou internet. Mais il faut surtout pas se dire que c'est quelque chose dans lequel on peut rester étranger. Il faut se mettre à la place de ses clients et comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. Et la lecture participe à cela. Et la curiosité et la préparation font partie de la réussite d'un commercial dans son quotidien. C'est ça. Super. Et merci beaucoup Alexandre pour ces bons conseils. Et merci à toi. À très bientôt et vive la vente.